Alors bonsoir à tout le monde. Et on va parler d'un sujet d'une importance capitale, pas simplement pour les filles de Betrivka, pour le séminaire, mais pour le Ham Israël en entier, parce que c'est quelque chose, c'est une responsabilité, c'est une chance que les femmes ont reçu cette mitzvah sur eux, mais c'est une grande responsabilité que le Ham Israël doit, au Hashem, en tant que peuple, à ces femmes vaillantes, Bezat Hashem, ces futures femmes vaillantes, ils sont déjà vaillantes et ils seront vaillantes, Bezat Hashem, des vrais Shetraïl. Alors, on va comprendre, Mehmet, pourquoi je parle du Ham Israël en général grâce aux femmes. Il est important de préciser, c'est que la judicité d'une personne, si une personne elle est juive, il faut savoir que ça revient à la femme, ça ne revient pas à l'homme. L'homme, ça peut être un grand tzaddik, ça peut être quelqu'un de très important et il peut être plein de Torah, mais la judicité, la gdusha en vérité, parce que c'est quoi un juif? Un juif, c'est un chelek eloka. C'est une partie de Dieu, c'est une partie de la divinité. Cette partie de divinité, elle dépend de qui? Elle dépend de la femme. La femme, si elle est juive, l'enfant sera juif. Même si chas v'shalom, le père n'était pas juif. Et donc, on peut voir que Akadosh Baruch Hu a décidé dans sa Torah que la judicité, que son peuple va dépendre de la femme et non pas du mari. Et ça, c'est quelque chose qui est un message énorme pour chaque fille d'Israël, chaque Benot, Rivka, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, du peuple juif, que Akadosh Baruch Hu leur a donné les clés de la Kedusha. On peut le revoir aussi dans ces Rachetevot Chana que le rabbi répétait à chaque fois, Chala Nida et de la Kataner. C'est-à-dire que la Chala, ça représente le pain. Le pain, c'est la Parnassa. La Parnassa, c'est justement tout ce travail qui nous préoccupe tellement pour nourrir nos enfants, pour se nourrir nous-mêmes, pour vivre. Qui c'est qui va faire le lien à la sainteté? Qui c'est qui va créer cette connexion entre ma Parnassa, qui est représentée par le pain, c'est la fonction de la femme. C'est vrai que la mitzvah, elle est sur l'homme comme sur la femme, mais c'est la femme qui a pris cette fonction, et pas simplement pour réparer des choses du passé, mais parce que la femme, elle a cette force de créer la émouna, la foi dans Akadosh Baruch Hu, de lier tout le travail qu'on fait du matin au soir à la Kedusha. C'est la femme qui fait rentrer le Shabbat. Le Shabbat, c'est quelque chose de kadosh. Donc, elle nous donne la neshama juif, elle nous lie la parnassa à Dieu, et même le Shabbat qui représente une bouffée de chaleur spirituelle, qui c'est qui annonce l'entrée du Shabbat? C'est la femme, par les nérodes de Shabbat. C'est-à-dire qu'une femme, elle a une fonction, et aussi dans la pureté familiale des femmes juives, il faut savoir qu'ils ont les clés, encore une fois, de la tahara, de la pureté du peuple juif. Et donc, c'est une grande fonction qui a été donnée, et si Akadosh Baruch Hu, il a donné cette fonction qui n'est pas toujours facile, mais cette fonction à la femme, c'est qu'elle a ses forces et ses qualités. Il faut savoir qu'il y a une phrase qu'on dit dans le Pirkei Avot, dans le 6e chapitre, très, très populaire. En français, même, ça se dit comme ça, il n'y a pas de liberté sans loi. En lecha ben chorim, ela mishe osek batora. On apprend ça des mots charut ala luchot, gravés sur les tables, que Dieu avait écrit les 10 commandements. On dit que ça vient du mot charut, ça vient du mot liberté. Il n'y a pas de liberté sans la Torah. Une personne pourrait se poser la question, mais que veut dire cette phrase? Il n'y a pas de liberté sans la Torah? C'est quoi être libre? Libre, c'est un petit peu, a priori, d'être en vacances, de faire ce que je veux. Et pourtant, la Torah, elle ne nous dit pas de faire ce qu'on veut. La Torah nous dit comment s'habiller. La Torah nous dit comment se lever le matin, comment manger. Il faut faire des brachot avant, il faut faire des brachot après. Il y a la tfila. La Torah, elle a des demandes, des exigences du début du matin au réveil jusqu'au coucher. Durant toute notre vie, en jeunesse, dans l'éducation, plus tard, dans les écoles, les séminaires, en tant que femme juive, à chaque moment de notre vie, on est accompagné par des ordres divins qui nous demandent à chaque seconde quoi faire. Comment comprendre cette phrase? Il n'y a pas de liberté sans la Torah. Ça veut dire quoi? C'est le contraire. La Torah,
c'est quelque chose qui pourrait, chas v'shalom, nous prendre la tête du matin au soir. Et non. Les Chachamim n'ont pas utilisé cette phrase en vain. C'est quoi être libre? Ça veut dire quoi la liberté? La liberté, ce n'est pas des personnes qui n'ont pas de règles. Ce n'est pas ça du tout. La liberté, c'est quoi? C'est de vivre soi-même, de vivre, d'exprimer ce qu'on est. Vous savez, il y a des gens qui travaillent dans leur vie, ils ont un métier, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis. Il y a des gens qui peuvent vivre avec quelqu'un, ils ne sont pas épanouis. C'est quoi être épanoui? Être libre, épanoui, ça veut dire c'est qu'on exprime ce qu'on est. Et tant qu'on n'a pas exprimé ce qu'on est, eh ben, très souvent, le monde entier est toujours en quête du bonheur. On cherche, on veut être heureux. Chaque fille là, qui nous écoute, une des choses fondamentales que chacun veut, c'est d'être heureux, être heureuse. Ça veut dire quoi être heureux? C'est d'être libre. Ça veut dire quoi être libre? C'est d'exprimer ce qu'on est. Mais qu'est-ce qu'on est? La Toudat Zéut, on l'a reçu au don de la Torah. Anochi Hashem Elokecha. Comme le Baal HaTanya nous dit dans le Pérec 19, une bougie avec la flamme, on ne peut pas la désorienter, on ne peut pas l'embrouiller. Elle sait exactement ce qu'elle veut, la bougie. La bougie, elle veut monter vers le haut. On baisse la flamme vers le bas, on la met sur le côté. La flamme ne perdra jamais sa direction. Elle va toujours pointer vers le haut. Et c'est exactement ça la neshama d'un homme, et ça, c'est la neshama de la femme. Si Akadosh Baruch Hu, il a donné les clés de la pureté dans les mains de la femme, les clés de la frachat chala, de la parnassa, de lier notre travail à la Gdusha. C'est elle qui annonce le Shabbat. C'est elle qui donne une neshama juive. Pourquoi elle lui a donné ces clés? Parce que Dieu l'a façonné à cette image-là. C'est la nature de la neshama d'une femme juive, c'est justement d'avoir cette Gdusha et cette pureté. Lorsque la femme juive succombe sous le Yetzara, sous les mauvais penchants, et elle l'entraîne à ne pas respecter la pureté d'une fille juive, la pureté d'une princesse du peuple juif, et bien automatiquement, elle lutte contre sa propre personne. La personne, très souvent, elle fait ça pour se sentir heureuse, elle essaye de s'habiller comme elle veut, de faire ce qu'elle veut, pour justement se mettre en valeur. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur, la simcha, la joie ne sera jamais aussi grande que lorsque la personne va surmonter son Yetzirara et va réussir à représenter ce qu'elle est vraiment. C'est ça, une fille d'Israël qui va prendre cette fonction et qui va comprendre que c'est elle qui donne le futur du peuple juif. C'est elle qui va influencer les enfants. Il y a une sikha très connue du Rabbi où il explique que lorsqu'on énumère dans Parashat Shemot pour faire la préface de savoir qui est Moshe Rabbeinu, on énumère toute la famille des Lévi'im et on mentionne que les hommes, jamais les femmes. Mais il y a des exceptions. Il y a la mère de Moshe et de Aaron, il y a la mère de Eleazar Cohen et il y a la mère de Pinchas. Dans cette sikha, le Rabbi va expliquer que c'est des personnages qui ont influencé le peuple juif de manière la plus gigantesque possible. Alors, la Torah veut nous dire quoi? Elle veut dire, s'il y a eu des personnages aussi grands que cela, dans le peuple juif, c'est grâce à leur mère. La mère, elle a cette fonction justement de faire la différence. C'est les femmes d'Israël qui nous ont sortis d'Égypte. C'est eux qui ont réussi à nous mettre la Imouna. C'était leur pureté et leur façon de voir qui a sauvé le peuple juif. Le Harizal, il dit que ce sera leur pureté qui va sortir les Juifs de l'exil. Ça sera Bisrout Nashim Tzidkaniot. Et même l'autre délivrance qu'on a eue au milieu. Entre l'Égypte, on a une autre délivrance, c'est lorsqu'on était 70 ans en Bavel, etc., grâce à qui on est retourné après pour le deuxième temple. Ça s'est passé où? La clé qui a ouvert la porte de la délivrance du deuxième temple, c'était Esther Amalka. Ça veut dire que la femme, elle a toujours eu cette fonction extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné cette nature. Et si la femme ne fait pas ce que le Shulchan Aroukh demande au niveau de sa tzniut, au niveau de sa pureté, elle ne lutte pas contre Dieu seulement, elle lutte contre elle-même. Parce que c'est ça la liberté d'une personne, c'est d'être soi-même. Et nous-mêmes, c'est comme une bougie. Cette bougie, elle connaît sa direction. Et tout ce qu'on va prendre comme autre direction, c'est se mentir. C'est d'aller contre la nature de l'âme juive qui se retrouve spécialement chez la femme. Et il y a cette fameuse Mishnah de Masechet Tanit qui est très populaire à la fin, où la Mishnah elle nous dit
Vous savez, la beauté, c'est quelque chose d'important, même chez les sages. On parle de la beauté de Sarah, de Rivka, de Rachel, de Léa, dans différentes masertotes, dans différentes parties du Talmud. Et pourtant, lorsqu'on veut choisir un bon parti, la Mishnah, elle nous dit, ne regarde pas la beauté, regarde la famille. Ça, c'est les termes de la Mishnah. Regarde la famille, et on amène une preuve. Pourquoi il ne faut pas regarder la beauté et regarder plutôt la famille? Où je vois qu'il faut regarder la famille, c'est marqué le Isha Yirat Hashem ititalal. La femme qui craint le ciel, c'est elle qui mérite les louanges. Alors, on ne comprend pas. C'est-à-dire quoi? Regarde pas la beauté, regarde la famille. La preuve, c'est que la femme qui craint le ciel, c'est elle qui mérite les louanges. Mais a priori, ce n'est pas une preuve peut-être pas, pour pas regarder la beauté, c'est peut-être une preuve. Chez Kerachen Vevel Yofi. Mais Isha Yirat Hashem, en quoi ça amène une preuve que cette fille d'Israël, c'est grâce à sa famille? A priori, on peut s'imaginer une famille qui n'est pas froum, qui n'est pas religieuse, comme Rivka Imeno, qui avait Lavan, etc., que ce n'était pas une famille extraordinaire. Eh ben, c'était une rose parmi les ronces, comme on dit, Shoshana ben Achochim. Et pourtant, elle avait cette Yirat Shamaim. Donc, la phrase qui est apportée au nom de Shlomo Ameler, Isha Yirat Hashem, en quoi ça prouve que la famille est importante? Ça prouve simplement qu'au contraire, l'essentiel, c'est de regarder le personnage lui-même, de regarder la femme. Si elle a une Yirat Shamaim, tant mieux. Alors, en vérité, qu'est-ce qui est caché derrière ça? C'est caché une chose très importante. C'est que, oui, une femme d'Israël, elle a la Yirat Shamaim et elle mérite le louange, mais c'est grâce à la famille. C'est à quoi la famille? Ça, c'est en parlant à chaque fille d'Israël. Vous allez construire des familles. Et comme je vous ai dit au début, c'est vous qui allez fixer le judaïsme de vos enfants. Ce n'est pas les maris qui vont faire que la neshama de vos enfants soit juif. C'est vous qui allez rentrer la gdusha du Shabbat par l'allumage des bougies. C'est vous qui allez donner la imuna dans la parnassa. C'est à vous qui avez toutes ces fonctions. Et donc, c'est pour ça que la Mishnah nous dit Isha Yirat Hashem, c'est la famille. Ça veut dire que quand une maman d'Israël, quand une femme d'Israël, elle prend sur elle ce devoir qui est en vérité sa nature, d'être une fille pure, d'être une fille du Shulchan Aruch, d'être une fille de la Torah, et ben, d'être digne d'une princesse du peuple juif, et ben, c'est évident qu'elle est en train de ne pas s'investir que sur elle-même, elle est en train de s'investir pour ses enfants, parce que ça va rentrer dans les gènes des enfants. Ça, c'est la mishpacha. La mishpacha, elle passe par la hirat shamaim de la maman, des futures mamans Be'ezrat Hashem. Alors, on va parler, Be'ezrat Hashem, on a parlé un tout petit peu de ce côté Ashkafa, pour essayer un peu de se renforcer. Je veux simplement rajouter deux petites histoires et tout de suite, les quelques minutes qui nous restera pour notre shiur, qu'on va se concentrer sur quelques halachot importantes de Tzniout, parce que c'est le but aussi du shiur, les halachot sur la Tzniout. Alors, pour montrer, vous savez, on est à quelques jours de Gimel Tammuz et on a des histoires incroyables du Rabbi. Et dans beaucoup d'histoires, on peut voir l'amour que le Rabbi avait pour son peuple et la patience qu'il avait. Il nous acceptait comme on était, il nous demandait beaucoup, mais il nous aimait comme on était. Et on a pu le ressentir que chaque personne qui passait devant le Rabbi, elle avait sa place et son honneur. Et pourtant, dans la Tzniout, on a pu entendre le Rabbi des fois, a priori, être un peu, a priori je dis, un peu différent dans sa manière de regarder les choses. Vous savez que une dernière personne, j'ai eu cette histoire en direct de Rav Shmuel Loh de Londres. J'ai été marié un élève à moi il y a quelques années à Londres et je l'ai rencontré en direct et je lui ai demandé de raconter son histoire, comme ça je la reçois directement. Et il m'avait raconté la chose suivante, c'est une des dernières personnes que le Rabbi a mariée. Et le Rabbi avait pas mal de conditions pour marier et lui, il avait rempli a priori toutes les conditions. Il a demandé au Rabbi de le marier. Et le Rabbi lui avait demandé est-ce qu'ils avaient des moyens avant le mariage, est-ce que la Kala avait le moyen d'acheter 2 perruques? Et il lui a répondu au Rabbi franchement, sans mentir, que la Kala, elle va acheter en vérité une seule perruque. Et parce qu'elle n'avait pas les moyens d'en avoir 2.
Et le rabbi il lui a dit, je n'accepte pas de te marier. Alors, il était très étonné. Et le rabbi lui a expliqué. Il lui a dit, mais si une femme elle a une seule perruque, ce qui va se passer, c'est que des fois, elle va la donner à laver, elle va la donner des fois, on répare nos perruques, on les arrange, nos perruques. Et bien, lorsqu'elle va donner sa perruque arrangée, qu'est-ce qui va se passer? Pendant quelques heures, quelques jours, elle va peut-être sortir dehors faire des courses sans la perruque. Elle aura un bonnet, mais elle n'aura pas sa perruque. Et on sait très bien que même que moins qu'un téphar chez une femme, c'est assaut. Même si c'est un cheveu qui sort, le Zohar Kadosh, il dit, et le Magen Avraham et l'Admour Azaken, ils amènent ça, et le Tzemar Tzedek aussi. Un cheveu, c'est un problème. Donc, le fait que ça pourrait entraîner ça, donc je ne peux pas prendre la responsabilité de te marier. Et donc, très très vite, il s'est organisé pour trouver de l'argent et acheter une deuxième perruque. Et à ce moment-là, le rabbi l'a accepté et c'était une dernière personne qu'il avait mariée. On peut voir de cette petite histoire que malgré que le rabbi avait de la patience et de la gentillesse et d'aimer tout le monde, il était très à cheval, très pointilleux, c'est peut-être pas un terme qui convient au rabbi, mais très pointilleux sur la tsniout de la femme. Et il y a une autre histoire, et on va passer tout de suite au halachot. Il y a une autre histoire qui est aussi connue, où le rabbi, on lui avait demandé de marier, et le rabbi, lorsqu'il a demandé, est-ce que ta femme, elle va mettre un bonnet ou une perruque? On sait très bien que le rabbi c'était très important pour lui, la perruque. Et donc, la personne avait donc dit au rabbi qu'elle n'allait pas mettre la perruque. Et le rabbi avait dit à la personne qu'il ne pouvait pas la marier. Parce que le rabbi était très important pour lui que tous les cheveux soient complètement recouverts à l'extérieur. Et la personne avait dit au rabbi, le jour du mariage, quand le rabbi avait refusé, le jour du mariage, on a pu acheter, Baruch Hashem, la perruque, est-ce que le rabbi peut nous marier? On se marie ce soir. Et le rabbi lui a dit, c'est trop tard. Pourquoi? Pas parce que je n'ai pas envie de venir, parce que quand moi je viens dans un mariage, j'amène avec moi, je ne viens pas tout seul. Je viens avec beaucoup de tzadikim qui viennent et ça demande beaucoup de préparation. Et donc, du matin au soir, je ne pourrais pas faire ça. Le rabbi l'a consolé en lui disant qu'il va regarder le mariage par la fenêtre, mais il ne pourra pas venir personnellement. Alors, ces deux histoires, j'ai pu voir quelques petits mots s'annoncer en train de parler, mais qui sont délicates. Mais on n'a pas honte du tout de dire que le rabbi pensait qu'une femme, elle doit avoir la perruque, de ne pas avoir un seul cheveu dehors. D'accord? Ça, c'est pour toutes les filles. On parlait des filles de Betrivka, des filles qui vont fonder des foyers Froum, etc. Et donc, c'est simplement, ce n'est pas ici le détail. On pourrait faire un show d'1h30 pour expliquer en vérité chaque chita et chaque chita là sur quoi se défendre, etc. On n'est pas là pour donner des notes et expliquer des choses. On est en train simplement de dire la chose suivante, c'est que le rabbi, pour les points de tsniout, il était très pointilleux pour que la tsniout, elle se garde. Et malgré la patience énorme que le rabbi avait, on pouvait voir qu'il ne pouvait pas accepter certaines conditions lorsqu'il n'y avait pas cette mida de tsniout qui était important. Voilà. Donc, si on peut faire Bezat Hashem, on ferait un chiour sur la perruque, ça c'est encore un autre sujet, pour répondre à toute personne qui peut être choquée de cette histoire, pour leur répondre très facilement, comme je l'ai fait souvent dans des kolélim pachabad lituaniens, où on a défendu avec honneur cette opinion. Alors, on va dire que quelques halachot de tsniout importantes. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas dire en quelques minutes une tonne de choses, mais c'est de préciser quelques points pour montrer… Si je peux me permettre, avec Chid, on peut dépasser le timing. Hein. Ok. Alors, je dis la chose suivante. C'est que, premièrement, lorsqu'on parle des jupes, avant de parler, je vais parler après peut-être des sortes de jupes, mais en tout cas, il faut savoir que dans les lois de la tsniout de la femme, c'est un peu éparpillé dans le Shulchan Aruch. On ne trouve pas ça dans un seul endroit. Il y a le Siman 75 d'Orach Chaim, il y a le Siman 115 de Even HaEzer. On peut retrouver aussi dans le Siman 21 un petit peu de Even HaEzer. On peut retrouver quelques halachot qui sont éparpillés. On revoit dans Masechet, on peut trouver dans le Talmud de Brachot, page 24, on peut trouver dans Masechet Tuvot, page 72. On peut trouver en vérité deux points très importants.
il y a dans ces halachot-là, et c'est des points qui sont tellement importants que la halacha, elle permettrait, chas v'shalom, de pouvoir être une raison de divorce, chas v'shalom, bien sûr. On n'arrivera pas à là, à aucun moment, on sera toujours de trouver des solutions. Mais simplement pour imaginer la gravité, comment les Chachamim ils ont vu, comment les sages ils ont vu ces deux points-là. Il y a ce qu'on appelle date Moshe et date Yehudit. La Torah de Moshe et la Torah Kaviachol du judaïsme de Yehudit, ça veut dire, en deux mots, il y a des normes que la Torah a fixées et il y a les normes des filles ksherot. Alors attention, il faut bien s'arrêter au terme du Shulchan Aruch et au terme des sages. Il y a une façon de s'habiller de Benot Israël Aksherot, c'est-à-dire des femmes qui sont des femmes aptes d'avoir cette renommée de femmes pures du peuple juif. Parce qu'on ne va pas commencer à regarder comment elle est l'habitude. Alors, si tout le monde à un moment, se met à s'habiller d'une manière qui n'est pas conforme a priori à la halakha, on va dire, mais toutes les femmes le font. Donc, c'est bon, on peut apprendre non. Les coutumes des femmes pieuses d'Israël, des femmes orthodoxes d'Israël, c'est eux qu'on doit viser comme personnalité. Alors, donc et les deux une n'est pas plus importante que l'autre. Il y a Dat Moshe et il y a Dat Yehudit. Le comportement des filles pieuses d'Israël, et il y a le comportement de comment Dieu, la Torah d'Israël, elle a instauré aux femmes. Alors, déjà par rapport à des parties couvertes du corps, qui ne sont pas des choses à débattre. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses qui vont dépendre de combien les gens ils vont avoir l'habitude de faire. C'est une chose qui est une obligation halachique, qui est entièrement contre la Torah. Non seulement que ça peut entraîner des choses très graves, parce que si c'est des parties qui sont interdites à voir, et dans l'halakha, interdire à voir, c'est même 1 millimètre de l'endroit. Contrairement à des gens qui pensent, des fois par erreur, ils pensent que de voir une partie dénudée de la femme, il faudrait un tefar, il faudrait 8 cm. C'est complètement faux, ça n'existe pas. Alors, le Talmud en parle, le Shulchan Aruch en parle, mais dans un autre contexte. On parle que si une personne elle fait sa prière et que par exemple en face d'elle, même si la personne elle est concentrée sur son sidour, mais juste en face d'elle, il y aurait une personne qui aurait une jupe courte, etc., automatiquement, s'il y aurait 8 cm d'une partie qui devrait être cachée, alors il ne pourrait pas prier. Mais ça ne veut pas dire que même 1 centimètre, c'est interdit. Il faut savoir que quand c'est interdit, c'est un issour que la Torah le demande et que la Torah pénalise. Et deuxième chose, c'est que la personne, elle entraîne automatiquement, si une femme d'Israël a entraîné une mauvaise pensée, un regard un petit peu malsain sur une fille d'Israël, on n'est pas en train simplement de dire la femme, bon, c'est mon problème à moi avec le Shulchan Aruch. Non, la personne elle est en train de faire fauter aussi la personne qui regarde. Et en la faisant fauter, le Rabbeinu Yonah, il dit dans le Sharet Tshuva, il dit c'est un issour de la Torah. C'est-à-dire cet istaklout, ce regard un tout petit peu malsain, ça peut être une fraction de seconde, une fraction d'une pensée. La personne, alors si la personne elle a des mauvaises pensées sur une fille qui est pieuse d'Israël, c'est son problème à lui. Mais si c'est la personne qui s'habille comme ça, qui a entraîné, automatiquement, elle transgresse, à part l'interdit de la Torah, de la Tzniut, elle va transgresser aussi, qu'elle va mettre en vérité des obstacles à un aveugle, et lui entraîner des interdits toraniques. Donc on n'est pas en train de jouer avec un petit interdit, à part la responsabilité qu'on a dit de la femme et qu'elle doit le faire avec bonheur parce que c'est sa vraie nature, la femme, d'avoir cette pureté pour assurer la pureté du peuple juif, assurer la pureté de la génération d'après, de la famille. C'est elle qui va construire cette famille, qui va donner la Kdusha à la famille. Et il faut savoir qu'elle entraîne par ça des choses qui sont assez graves au niveau de la Torah, au niveau de la halakha. Et donc, je vais donner quelques exemples qui sont très clairs. On peut voir malheureusement dans certains endroits dans le monde, et je vise aucun pays parce que tous les pays sont un peu touchés, on peut voir des filles qui prennent à la légère la longueur de la jupe. Et que la jupe, des fois, elle n'arrive pas après le genou. Et des fois, ce qui va se passer, c'est qu'elle arrive au genou, mais bidiouk. Si elle ne dépasse pas au moins 10 cm du genou, c'est évident que quand cette fille elle va s'asseoir,
quand cette fille elle va monter un escalier assez haut, elle va monter dans un autobus, etc., automatiquement, pendant quelques secondes, elle aura découvert un petit peu son genou. Et ça, ce n'est pas des halakhot qu'on peut dire, c'est des idurim, c'est des khumrot, ce n'est pas des choses obligées. Voilà, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup qui font ça. Des fois, on peut même dire, on voit une personne qui, a priori, est à un bon niveau, etc. La personne peut même peut-être donner des cours, on ne sait jamais. Et ben, ça ne change pas. Ça ne change pas que c'est contre la Torah. C'est une obligation halachique. Ce n'est pas quelque chose qui est… Non, où c'est marqué. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est marqué dans la Gemara. Et donc, ça, c'est des choses qui sont claires. De sortir sans… Donc déjà, il faut que la jupe, elle soit longue. Qu'une jupe, elle soit moulante, ça veut dire que le corps, il est couvert, mais qu'elle est moulante. C'est évident qu'on rentre là, dans la deuxième configuration. Là, la première configuration, c'est une configuration contre la Torah. La deuxième configuration, c'est aussi contre la Torah, mais comme je vous disais, c'est date yehudite. Ça veut dire c'est d'aller contre la coutume pieuse des filles juives et que c'est une halakha dans le Shulchan Aruch qui pourrait être un argument chas v'shalom de divorce. Donc, j'utilise des mots un peu crus, un peu durs, ce n'est pas mon habitude, mais on est pour appuyer des halakhot importantes et c'est marqué clairement, ceux qui veulent le voir, dans le Shulchan Aruch, c'est le siman 115 de Even Ezer à la Chakat, vous pouvez voir ces termes qui sont difficiles. Donc, concrètement, une jupe longue, c'est quelque chose d'évident. Qu'elle ne soit pas moulante, c'est évident. Il y a des femmes qui paraissent un petit peu pieuses, ça peut être des femmes importantes même, ça ne change pas. On peut être dans une shruna, on peut être dans une ville a priori qui représente beaucoup de gdusha, ça ne change rien. Le Shulchan Aruch, il est le même, et ce n'est pas parce qu'une personne importante qu'elle le fait, automatiquement, ça serait une source qu'on pourrait faire quelque chose pareil. La chose, elle est évidemment pénalisée et super grave d'après la Torah. Ensuite, les chaussettes. Les chaussettes, il faut savoir que ce n'est pas une choumra. Alors, c'est vrai qu'il y a certains qui veulent amener, toujours quand on amène les shurim, les gens qui cherchent un petit peu les coulottes, ils vont dire, il y a un Chafetz Chaim dans le Mishnah Bura, Simon 75, etc., qui amène un prix Megadim, et que ça ne serait pas la fin du monde de sortir même sans chaussettes, ou avec des chaussettes qui sont tellement transparentes qu'on voit très bien la chair, etc. Et automatiquement de dire, ce n'est pas super grave, j'ai entendu, il y a des opinions. Non, il n'y a pas des opinions. D'abord, des filles qui sont dans des écoles Chabad, ils suivent l'opinion de l'Admour Hazaken et de la majorité des décisionnaires. Pas simplement Séfarad, Ashkenaz, Litaï, le rov des décisionnaires se sont opposés à la Kula qui a été apportée un petit peu dans le Mishnah Berurah au nom du prix Megadim. En plus, sa source, c'est le prix Megadim et c'est Rabbi Yosef Teomim. Et ce prix Megadim lui-même est revenu 2 fois sur ce sujet et il a été plus rigoureux. C'est tout comment expliquer c'est quoi le choc. Aujourd'hui, on appelle ça la cuisse, mais en vérité, c'est le tibia, etc. C'est la partie basse du pied. Et donc, cette partie-là, elle doit, en vérité, être recouverte. Alors, d'après l'Admour Hazaken, si on devrait suivre les mots de l'Admour Hazaken dans le Siman 75, on pourrait remarquer la chose suivante. On pourrait remarquer qu'il est marqué clairement que ça ne peut pas être transparent. On ne doit pas du tout voir la couleur de la peau. Donc, on pourrait parler, par exemple… après, ça dépend aussi des couleurs, mais d'une manière générale, quand on prend des collants qui sont un peu transparents, alors on peut parler, par exemple, de 40 dinars en épaisseur. C'est-à-dire que, d'abord, la chaussette, elle doit monter, le collant, il devrait monter au moins jusqu'au genou, d'accord, même que la jupe, elle dépasse, et aussi qui serait tellement opaque qu'on ne pourrait pas voir. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on peut voir dans le monde, que ce soit aussi dans le monde Chabad, on peut voir qu'on n'est pas aussi rigoureux que la demande de l'Admour Hazaken. On peut voir beaucoup de filles, même des écoles qui ont donné des règles de tsniout, où ils ont fixé du 20 dinars, etc. Donc, c'est pas que je le dis bien, parce que quand je le dis en hébreu, comme on le dit ici, mais sinon, c'est pas grave, j'espère que vous me comprenez. Donc, concrètement, aujourd'hui, les femmes d'Israël, les filles mettent du 20. Si quelqu'un veut mettre du 40, ça serait vraiment exactement la chita, l'opinion de l'Admour Hazaken dans le Shulchan Aruch 75. Mais sinon, il y a sur qui se reposer parce qu'on fait un petit peu, c'est un peu long à expliquer que c'est un petit peu entre 2 opinions. Donc, si c'est un petit peu, c'est métachtèche, l'essentiel, c'est qu'on ne voit pas la couleur de la peau d'une manière parfaite et claire. Ça suffirait pour… non, 15, c'est sûr que c'est contre toutes les rabbins Chabad et contre tous les rabbinim dans le monde entier.
15, ça serait pas bon. Par contre, après, je vais pas rentrer dans tous les. Il y a des couleurs qui peuvent être des fois un peu plus foncées. Mais voilà, le point important, c'est quand très souvent, on a des couleurs un peu transparentes. Et ben, quand c'est du vin d'Innos, si on arrive à cette situation-là, avec d'autres couleurs, on a complètement caché, on a embrouillé en vérité la couleur de la peau, et ben ça serait permis. Mais en tout cas, le vin d'Innos, c'est quelque chose de minimum en général qu'on doit enseigner pour les filles d'Israël. Et dans ces choses-là, il faut plutôt chercher à faire le plus que le moins. Et je répète, on n'a jamais interdit à une femme d'être belle. Elle a le droit d'être belle, elle peut être très respectable. Il faut savoir que cette manière de s'habiller, à part certains pays qui étaient des pays qui étaient très spéciaux et des pays très chauds et où il y avait certains comportements comme ça dans le rove des pays du monde, il faut savoir qu'il y a 100 ans en arrière, c'était évident que les gens s'habillaient, même les non-juifs s'habillaient très tsanoua, avec des très beaux tailleurs, etc. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est pas que l'humanité, elle cherche à vouloir être libre. Non, toutes les générations ont cherché à être libres, et pourtant, ce sont des choses qui se sont passées d'Afka dans ces dernières générations où il n'y a plus de respect même de soi-même, de respect de son propre corps, etc. Donc, concrètement, il faut savoir qu'une femme, elle a le droit d'être belle. La seule chose, c'est qu'elle doit être belle selon la Torah. Il y a des habits qui sont conformes à la Torah. La femme peut garder cette beauté et elle n'a aucun problème d'être belle dans la rue. On lui demande simplement de ne pas être provocante dans la rue et de suivre le Shulchan Aruch. Donc, si une personne elle va penser qu'elle va retirer sa beauté, elle se trompe complètement. Il n'y a rien à voir avec ça. Et il y a des filles qui peuvent être très bien habillées, des femmes pieuses d'Israël, qui peuvent être très jolies extérieurement dans la manière d'habillement, mais il n'y a pas, chas v'shalom, ni c'est provoquant et ni c'est contre le Shulchan Aruch. Donc, c'est important de savoir, encore une fois, que la longueur de la jupe, ce n'est pas un hidour. Les filles d'Israël quand ils vont s'asseoir, on va voir un petit peu leurs genoux, ou même les khatrila, on voit leurs genoux. Ça peut être la personne la plus importante, ça peut être une prof. La Torah, elle est contre ça. Il n'y a pas ici des déotidiens, c'est peut-être un hidour, c'est pas un hidour, c'est contre la Torah de Moshe. Il y a des choses, quand c'est moulant, c'est contre la Torah de Yehudit. Et dans les deux cas, c'est pénalisé de la même manière. Par rapport au bras, on sait que la fille de Yaakov Avinu, elle a été, chas v'shalom, attrapée par Shrem. Les commentaires nous disent clairement, c'est parce qu'elle avait les manches qui étaient trop hautes. Et donc, les manches, ils doivent arriver et dépasser donc le coude. Et d'une manière que dans n'importe quel mouvement du coude, d'accord, on doit dépasser. Donc, on ne doit pas voir le coude à aucun moment, ni la partie haute du bras. Encore une fois, ça c'est une halakha. C'est marqué clairement dans la Gemara, dans la Seret Ketubot, page 72, dans le Siman 115. Ce n'est pas des hidurim. Sachez qu'on voit un tout petit peu comme ça. On se permet de sortir comme ça avec un peu plus court. Ça peut être, vous pouvez dire, j'ai vu une référence, j'ai vu c'est une personne importante que j'ai vue, parce que moi j'entends souvent ça, mais j'ai vu telle personne, elle est chachouva, c'est la femme de quelqu'un, c'est peut-être la femme d'Achaliar, etc. Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer là-dedans. La halakha, elle est la même pour tout le monde. Et c'est contre le Shulchan Aruch, c'est contre la Torah. Et donc, c'est important. Et ce n'est pas ça qui va vous retirer votre beauté. Ça va rendre la fille pure comme elle mérite son nom. Une fille kshérot d'Israël. Et donc, il faut que ça dépasse, comme j'ai dit, largement sur n'importe quel mouvement. Bien sûr, la chemise, la chose qu'elle a dessus sur elle, ça ne doit pas être moulant. D'accord? Quand c'est moulant, c'est contre dati Yehudit. Et donc, c'est très, très grave dans la halakha. Et ça entraîne, si elle entraîne une mauvaise pensée, surtout que si une femme mariée, quand une femme elle est mariée, c'est encore pire, mais même une jeune fille, ça l'entraîne, ça va automatiquement entraîner des Issourei Torah, à part l'interdiction toranique qu'elle-même elle a fait, ou de date Yehudit, des Chachamim, lorsqu'elle ne s'est pas comportée comme une fille pieuse d'Israël. Il faut savoir que la chemise, elle doit être quand même assez longue, d'une manière que quand, vous savez, très souvent, on se baisse pour ramasser des choses, etc. On veut attraper quelque chose, si notre chemise, elle est très, très courte, dès qu'on va se baisser, etc., on peut voir notre dos, on peut voir notre ventre, etc. Vous allez dire, mais c'est 30 secondes, c'est rien du tout. Je me baisse pour la voiture, je mets les cartables dans la voiture, je mets quelque chose, etc. C'est 2 secondes et c'est des choses qui sont complètement assourds et qui n'ont aucune permission dans la halakha. Et ce n'est pas des choses, malheureusement, aujourd'hui, on en fait des débats. Alors, à l'époque, les goïms, ils savaient eux-mêmes se garder de ça. Aujourd'hui, même des gens pieux, ils réfléchissent, ils ont du mal à le faire. Mais c'est des habitudes. Mais il faut savoir que si on fait ça,
le bonheur qui va ressortir à l'intérieur, l'influence qu'on va avoir sur nos enfants, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Isha yirat Hashem ititanal tnu enechem bamishpacha. Ça va changer toute la famille, ça va changer toute la gdusha qui est dans la future génération chez les enfants. Donc ça, c'est par rapport donc aux manches. Il y en a même qui sont marqués d'aller jusqu'au bas du bras, mais la majorité décisionnaire, c'est au moins dépasser le coude comme il se doit. Ensuite, la partie du col. Il faut savoir que là aussi, il y a du dérapage. On peut voir des fois des filles qui sont très bien, des filles a priori qui sont importantes dans le clan d'Israël, et on peut voir des débordements à ce niveau-là. C'est une halakha qui est claire. La longueur de la jupe, c'est clair. La longueur des manches, c'est clair. Et la partie ici, alors de moins en moins, on trouve des fois, on a du mal à trouver des filles qui sont parfaites à ce niveau-là. Mais il faut savoir que c'est une halakha. C'est marqué dans le Tiferet Shmuel, sur les commentaires de la Mishnah. Alors c'est vrai que c'est un chacham d'il y a environ 150-200 ans, mais il amène des preuves clairement. Il faut qu'on soit complètement autour du cou, au-dessus des, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en tout cas, ces os-là qui vont comme ça, il faut que ça soit au-dessus. Sur les côtés, sur la partie qui va, les clavicules, merci. Il y a les parties qui sont, quand sur les côtés, c'est la partie qui va en pente comme ça. À partir du moment où ça va, après le cou en pente, et ben cette partie, elle doit être aussi recouverte. Et au-dessus de l'os qui est derrière le dos, de la dernière roulia qu'on appelle ça, de la colonne vertébrale du dos, et ben ça doit dépasser cet endroit-là. Donc, ce n'est pas étouffant, c'est quelque chose qui est sans aucun doute une halakha dans le Shulchan Aruch. Et toutes ces personnes qui vont à la légère avec ça, on peut trouver un petit peu, des fois leur gorge un petit peu plus dévoilée, calvachomer lorsqu'on commence à s'approcher des parties un peu plus basses de la poitrine, on est dans des parties qui sont complètement interdites par la Torah. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas des coutumes des sages, c'est des choses qui sont complètement interdites par la Torah. Et donc, ça doit être des choses que ça ne doit même pas avoir de guerre. Et en vérité, cette guerre, comme je dis, c'est se battre contre sa propre nature, la nature que Dieu nous a donnée. Et donc, il y a un os qui est derrière le dos, on demande, il y a un os qui est derrière le dos, qui est à la fin de la colonne vertébrale, vous pouvez le sentir. Ben, cet endroit-là, il faut ça. Donc, on est autour du cou en général, c'est assez clair. Et donc, ça, c'est des parties d'abord qui doivent être recouvertes. Ensuite, quand c'est bien recouvert, il nous reste le côté moulant. Moulant, ça c'est clair. Et après, on dit, est-ce que c'est assez moulant, c'est pas assez moulant? Vous inquiétez pas. La première bracha qu'on fait après l'Okai Neshama, des brachot, vous savez, c'est quoi? La première bracha, c'est Anoten Aservi Bina Lafrin Ben Yom Uven Laila. Dieu il a donné une sagesse à l'être humain. Je vous assure que chaque femme, elle est capable de savoir, cet habit, il est beau, on n'a pas de problème. Cet habit, il est provoquant. La personne, elle le sait très bien. Qu'est-ce qui est provoquant et qu'est-ce qui est... les vêtements ne doivent pas être des vêtements qui sont ro'esh, qu'on appelle ça. C'est-à-dire qui attirent l'attention. Une femme, elle peut être très belle, elle peut avoir un très bel habit. Chaque personne va dire, elle est super bien habillée, cette fille, etc. Mais elle ne doit pas être provocante. Et donc, elle ne doit pas attirer le regard. C'est pas quelqu'un, il va avoir un haut avec marqué en grand I love New York ou Coca-Cola, ou etc. Ou des couleurs qui sont tellement... Alors, je ne vais pas rentrer ici dans le côté de la couleur rouge, que le Dark Tshuva, il écrit dans Yoreda Siman 78, la gravité d'être habillé en rouge ou un haut rouge, bon, des petites couleurs de dessin en rouge, ça c'est rien, mais avoir un haut rouge ou une jupe rouge, etc., qui est forte, ça serait un shiur à part pour expliquer c'est quoi exactement les dargotes du rouge, etc. Mais chaque fille d'Israël, elle sait c'est quoi être habillée comme une fille respectable, une fille pieuse du peuple d'Israël. Donc, c'est quelque chose d'évident combien ça doit être clair et qu'on ne doit pas avoir des choses qui vont attirer le regard. Après, vous savez, il y a des choses, vous allez dire, mais où c'est marqué, par exemple, dans Shulchan Aruch, des jupes en jeans, d'accord? On n'a pas de Shulchan Aruch sur ça. On ne peut pas vous sortir une source. La seule source qu'on peut vous dire, c'est la chose suivante. C'est que, comme j'ai dit, la définition de date yehudit qui est marquée dans la Mishnah de Maseret Ketuvot, c'est quoi? C'est la manière comment les filles pieuses du peuple juif y sont. Et je peux vous assurer que dans les filles qui sont ultra-orthodoxes, les filles pieuses, sur eux, on prend l'exemple, et ben, alors c'est vrai qu'il
Il y a des pays par exemple en Israël, c'est vrai que quand on regarde une jupe en jean, c'est vu un petit peu bizarrement comme une personne qui est trop cool. C'est vrai que ce soit en France ou dans certains pays, on ne sait même pas de quoi on parle. On dit, bon, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de, de, de contre la halakha où c'est marqué, etc. Voilà, on voit des filles très très bien, etc. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup quand même de règlements dans les écoles, et je pense que même Betrivka, ils vont opter vers ça, c'est d'interdire la jupe en jeans. Alors, ben non, si il faut s'approcher avec la loupe pour regarder que c'est un jean, ça c'est autre chose. Ça ne sera pas interdit, mais une jupe qui soit en jeans, alors vous allez dire, mais quel problème si la jupe elle n'est pas moulante, qu'est-ce que ça nous dérange du style, de quel tissu il est fait? Ben, c'est encore une fois, c'est de la manière comment les filles pieuses d'Israël. Vous allez me dire qu'il manque de quoi s'habiller pour les filles juives. Aujourd'hui, personne ne peut dire ça. D'accord? C'est vrai que des fois, quand on fait des courses en France, c'est peut-être pas toujours facile de trouver parce que c'est pas fait pour un public tsanois. Et des fois, à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? On va chez Zara ou je sais pas où, on va chercher des robes et on va se débrouiller avec. C'est pas de ma faute, j'ai pas trouvé. Oui, mais le Misrout Nefesh qu'on demande à une fille juive qui a la responsabilité du peuple juif, ça ne se limite pas à un casse-tête d'aller trouver des vêtements. En plus, ça je parle de mon époque, mais enfin, il y a 20 ans, 30 ans en France, c'était plus compliqué. J'imagine qu'il doit y avoir plein de femmes juives qui font des business à la maison et qui amènent des vêtements, et j'espère qu'ils amènent des vêtements tsanois pour pas faire trébucher les filles juives d'Israël. Mais il faut, sinon, quand on se promène en Israël, quand on est à New York, on va à Borough Park, je ne sais pas où, on trouve des vêtements et c'est le moment d'acheter. Voilà, il faut économiser pour acheter et avoir des vêtements qui sont dignes des filles juives d'Israël. La même chose, si on va parler par exemple de la laque, des différents maquillages, que ce soit sur les ongles, que ce soit sur le visage, etc. Le klal, la base, elle est très simple. Le vernis, merci. La, la, la base, elle est très simple. La base, elle est, encore une fois, les filles pieuses du peuple juif, ils n'ont jamais eu le problème d'être belles dans la rue. Ils ont eu simplement un problème d'être provocantes ou d'attirer l'attention, d'attirer le regard. Et donc, quand on est habillé, lorsqu'on a des couleurs qui sont fortes, des couleurs que ce soit du rouge, que ce soit du violet, etc., automatiquement, lorsque c'est quelque chose qui va dans le sens de l'ongle, etc., que c'est raffiné, alors là, on peut permettre. C'est vrai qu'il y en a qui vont mettre dans leur règlement, Bichlal, de ne pas mettre de la laque, etc. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on n'ait pas quelque chose qui pourrait, chas v'shalom, attirer l'attention. D'accord? Donc, c'est hyper important, ce détail-là. Ensuite, par rapport au pyjama, très souvent, ça soit dans les écoles ou plus tard. Alors déjà, le pantalon chez une femme, ça c'est clair, même que ça recouvre tout le corps, le fait qu'on peut voir en vérité comment chaque jambe allait de chaque côté, etc. La halakha, selon tous les décisionnaires, sans exception, l'ont interdit. Donc il n'y a même pas de quoi discuter sur un pantalon. Il y a aussi d'aller en jupe assez courte et pantalon, ça revient au même, c'est un sourd. Une jupe même longue avec un pantalon en dessous, sauf si on va faire on va entre filles faire du sport dans une salle où il y a des femmes uniquement, etc. Bon, c'est normal, c'est pour le sport, etc. Au contraire, pour être snooze, si on fait des mouvements, etc., c'est important d'avoir ça. Mais concrètement, dans le jour, dans la rue, les filles pieuses d'Israël, vous ne les verrez pas marcher avec une robe et avec un pantalon qui est en dessous, même si la robe elle est longue. Ça, vous ne trouverez pas des filles pieuses d'Israël qui le font. Et si vous les appelez pieuses, c'est pas appeler pieuses les femmes orthodoxes d'Israël ne s'habillent pas de cette manière-là. Maintenant, le pyjama à la maison. De toutes les manières, quand on a des frères dans la maison, quand on aura nos enfants, des garçons à la maison, etc., c'est évident que le pyjama il est interdit. Il y a des rabbinim comme le Minchat Yitzhak, le Tzitz Eliezer, que Bichal, il pense que tous les pantalons et les pyjamas, c'est complètement interdit d'après la Torah. C'est un issour que la femme n'habille pas les habits des hommes. Mais bon, la majorité des dictionnaires, ils ont mis ça de côté. Ils ne sont pas très d'accord avec cette manière rigoureuse de voir, parce qu'il y a des pantalons de femmes, il y a des pyjamas de femmes, etc. Donc, il n'y a pas ce issour. Mais dans une maison, à partir du moment où on a des garçons dans la maison, Kalvachomer, une maman,
même pas en rêve, elle va tourner en pyjama, c'est interdit d'après tous les décisionnaires. Maintenant, a priori, si on est dans un séminaire, ou on est dans une école de filles, et ce qui va tourner, c'est que des filles. Alors, vous savez, des fois, très souvent, on va mettre le pyjama un petit peu, ou la chemise de nuit, pas la dernière minute avant qu'on rentre dans son lit. On va des fois tourner, ça aller se laver les dents, tourner, discuter avec des copines, etc. Donc, a priori, si on se retrouvait complètement qu'entre filles, ça y est, les rabbinim qui donnent les shurim, ils ne tournent pas dans le séminaire à ces heures-là, etc. Il n'y a que des femmes qui surveillent, etc. Alors, on peut se dire, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Mais il faut savoir que la majorité des décisionnaires, ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit que, bon, si une femme, elle veut mettre son pyjama juste avant de monter dans son lit, c'est encore une chose. Moi, je sais que très souvent dans ma communauté, partout, on m'a demandé, je leur dis de mettre des chemises de nuit, etc. Maintenant, d'Afka, quand des fois on dort avec des frères et des sœurs dans les maisons, que les portes ne sont pas toujours fermées des chambres, donc des fois, ça peut être même bien d'avoir un pyjama en dessous à la jupe parce que, bon, on tourne dans la nuit, on peut découvrir un petit peu une jambe, etc. Bon, quand on a automatiquement des maisons de garçons, des fois, c'est même conseillé de faire ça, d'être protégé doublement. Mais concrètement, dans une école de filles, a priori, qu'est-ce qui est grave? C'est comme si vous allez, je ne sais pas, faire du sport, faire du judo, je ne sais pas moi, avec une prof femme, etc. Bon, alors si vous êtes entre filles, c'est quoi le problème de mettre un pantalon de sport? Si vous êtes entre filles, vous allez même à la piscine ensemble. Donc, c'est quoi le problème d'être entre filles dans un séminaire? Eh bien, la chose, c'est quoi? C'est que piscine, c'est une chose. Quand on fait du sport, c'est une chose. Mais la définition que j'ai dit, elle est très forte. Et avec ça, vous pouvez construire beaucoup, beaucoup de réponses. Vous n'avez pas besoin de dire ah, est-ce que cette robe qui est très fine, là, le tissu, il est très fin, c'est comme du coton, etc. À chaque fois, ça sera la même base. Derer Benot Israël Aksherot. C'est-à-dire la façon des filles pieuses d'Israël. Des filles pieuses d'Israël, on ne les a jamais vues tourner entre filles quand il y a beaucoup de monde, sauf si on est dans des endroits, comme je dis, pour faire du sport et qu'il n'y a pas d'hommes. On ne leur a jamais vu tourner en pyjama. Les filles d'Israël, ils tournent avec leurs vêtements. Et le pyjama maximum, si elles veulent le mettre, ça va être juste avant de rentrer dans son lit, parce que c'est pour elles plus facile de dormir comme ça, mais pas tourner comme ça dehors. Donc, avec ça, j'ai largement dépassé le temps, je suis désolé, mais je voulais simplement vous montrer qu'il y a deux choses. Il y a la Torah, date Moshe, il y a date Yehudit. Dans date Yehudit, on peut vraiment réussir à comprendre soi-même, parce que, comme j'ai dit, la première bracha, c'est un oten à servibina la frin banyan mouven laïla. Après qu'on a reçu la neshama, qu'on a dit à Hachem, merci Elokai neshama, on dit à l'oten à servibina, tu nous as donné une sagesse, qu'on sait faire la différence entre le bien et le mal, entre la nuit et le jour. Chaque fille, elle est capable de savoir. Il y a encore beaucoup d'halachot, et la manière comment tenir ses cheveux, la longueur de leurs cheveux, etc. Mais encore une fois, tout va être basé très souvent sur ce klal-là. Comment les Benot Israël Akshérot, est-ce qu'une fille, par exemple, qui a les cheveux hyper longs, qui dépassent largement le dos, etc., qui sont complètement lâchés, est-ce que des filles Kshérot d'Israël, ils font comme ça? La réponse, elle est que non. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer chacun de se renforcer. D'accord? Nous aussi, on a des lois de tsniout chez les hommes dans Siman Bet, mais chez les femmes, il y a cette grande force et ce grand shrout. Il ne faut pas voir ça comme un chiour. Oh, c'est prise de tête. Oh, c'est compliqué. Oh, c'est dur. Non, c'est magnifique d'être une princesse du peuple juif. C'est magnifique d'avoir les clés de la sainteté du peuple dans les mains. Elle n'est pas dans nos mains, elle est dans vos mains. Et Baruch Hashem, les femmes d'Israël, ils ont protégé notre peuple à la sortie d'Égypte et ils le protégeront, si Dieu veut, à la sortie de cette galoute, comme la prophétie, je termine, la prophétie de Bilam qui prophétise les temps messianiques, il s'arrête sur la tsniout, il dit Matovo elecha Yaakov. C'est avec ça qu'on commence la prière le matin. Rappelez-vous au début, juste après les brachot, Matovo elecha mishketecha Israël. Matovo elecha Yaakov, c'est justement la tsniout. Yaakov, ça nous rappelle les femmes. Parce que Kotomar, les bêtes Yaakov et Tagel livne Israël. C'est le terme qu'on utilise pour les femmes. C'est les femmes qui ont cette tsniout. Et il est étonné, Bilam, dans les temps messianiques, de la tsniout des femmes, parce qu'il y a des femmes, Baruch Hashem, qui se battent et qui vont contre cette vague qui est nouveau. Ça n'a jamais existé dans les générations, ce problème-là. Dans les générations d'avant, les femmes non juives étaient pudiques d'une certaine manière. Et cette génération, elle est beaucoup plus compliquée.
Mais il faut savoir que si vous allez vous battre pour ça, vous allez avoir non seulement les clés de la sainteté du peuple juif, mais vous avez les clés aussi de la délivrance dans vos mains. Donc, Bezrat Hashem, je vous souhaite beaucoup d'atzlacha dans cette belle mission. Merci beaucoup, Rav Abichid. Est-ce que je peux poser deux, trois questions qui sont dans les Allez-y. commentaires? Je vais pas poser toutes les questions, mais on va en retenir deux, trois. Alors, donc, la première question, le vernis rouge, est-il permis ou pas? Le quoi? Le vernis rouge dans les doigts. Alors, le vernis rouge, comme j'ai dit, ce sont des choses qui sont qui attirent le regard. Ça veut dire, c'est pas des fois on va dire, mais qu'est-ce qu'il y a de tellement fort de regarder les doigts d'une femme? Mais une femme, elle n'a pas le droit d'attirer le regard. Donc le vernis rouge, ça fait partie des couleurs qui sont fortes. Et donc c'est vrai qu'on peut voir beaucoup de personnes qui se permettent de le faire. Mais voilà, c'est une des missions du peuple juif de ne pas attirer comme ça le regard aussi fortement. Deuxième question concernant les collants. Si c'est des collants à 15 deniers, donc c'est comme si qu'on n'en portait pas du tout. Exact. Exact, ça veut dire, l'Admorazaken, il le dit, mamache noir sur blanc. C'est vrai que des fois, on peut dire c'est mieux que rien. Mais l'Admorazaken écrit dans Siman 75 qu'à partir du moment où c'est considéré comme un peu transparent et qu'on est capable de voir la peau à travers à peu près, s'imaginer un petit peu la couleur vraiment de la peau, automatiquement, l'Admorazaken dit que ça s'appelle qu'on n'a pas de collant. Ok, merci. Et le legging, est-ce que vous savez c'est quoi le legging? C'est des collants sans le pied, quoi, qui s'arrêtent vraiment à la cheville. Et si on met des baskets avec des mini chaussettes et et on met un legging, est-ce que c'est permis au niveau du legging? Alors, non, la chaussette, elle doit monter, comme je l'ai dit, minimum d'après les décisionnaires, jusqu'au genou. D'accord? Donc, c'est impossible de s'imaginer une chaussette qui est basse parce qu'il y aura la partie basse du pied. Maintenant, si une personne, elle aurait, on va dire, une robe qui serait très basse, alors même sur ça, il y en a qui disent que c'est pas bien qu'elle soit trop basse non plus, mais il faut que ça arrive en général maximum jusqu'à, je ne sais pas comment on appelle cet os en français qui est au-dessus du pied, juste au-dessus du pied sur le côté, mais il faudrait que ça arrive un petit peu avant. Mais concrètement, le fait qu'on marche, le fait qu'on va monter des escaliers, automatiquement, si la chaussette elle est basse, c'est évident qu'à un certain moment, on va voir même un tout petit peu de la chair de sa jambe, et donc ça sera un problème. Et donc, il faut à tout prix des chaussettes hautes. Voilà. D'accord. Et les écritures, c'est halachique ou c'est hashkafa? Alors, encore une fois, c'est une très bonne question qui est pertinente. Donc, les écritures, il faut savoir, si l'écriture elle est toute petite, il y a marqué Lacoste en petit ou quelque chose pareil, tant que c'est quelque chose de raffiné, que ça n'attire pas spécialement waouh, hein, le regard, alors là, c'est permis. Mais si c'est quelque chose qui est marqué en grand, etc., que ça attire le regard, automatiquement, ça fait partie. On ne peut pas dire que c'est des choses qui sont simplement ashkafa. Ça fait partie du Shulchan Aruch. C'est que le Shulchan Aruch, il dit, c'est ça que j'essaie de te faire passer comme message, c'est qu'il y a Dat Moshe, Dat Yehudit. Dat Yehudit, c'est pas moins grave, ça fait partie de la Mishnah, ça fait partie du Shulchan Aruch aussi 115. C'est une raison même, Chas Veshalom, de divorcer dans la lacha, de ne pas respecter Dat Yehudit. Et tous les poskim, les décisionnaires, ils ont décidé, ils ont compris, mais c'est la logique, qu'à partir du moment où c'est marqué quelque chose comme ça en grand, ça attire le regard. Et donc, ça attire le regard, ça va nous faire trop se concentrer sur quelque chose. C'est justement des choses qui font pour attirer I love New York, je ne sais pas tous les termes qu'on peut avoir. Ça peut être, c'est des choses, il n'y a rien de mal d'aimer New York ou d'aimer Manhattan, mais automatiquement, à partir du moment où c'est quelque chose qui attire le regard, c'est un vrai problème à l'Afrique. D'accord. Bon, on va peut-être pas poser toutes les questions. Il va falloir organiser un autre New Day pour répondre à tout ça. En tout cas, bon, on est très nombreux ce soir. On est plus de 160. Mais voilà, si Rav Abichid est d'accord, on organisera une deuxième session de On New pourrait faire une Day. session de préparer des questions en direct, si vous voulez, pour que toutes les personnes soient répondues. Et j'espère que dans les deux histoires, que j'ai pu voir des commentaires assez rapides, donc je n'ai pas pu trop lire parce que j'étais concentré sur ce que j'allais dire. Mais faut que personne ne soit choqué. On n'a aucune honte de dire que nous, on est pour la perruque. Et c'est évident que c'est vrai qu'il y a d'autres opinions. Mais bon, comme nous, Chas Shalom, au contraire, on est beaucoup plus d'un côté beaucoup plus raffiné dans notre manière de parler. On pense que c'est quelque chose de plus idourique. C'est une chose, on n'a jamais tapé dessus et crié les gens qui ne le font pas. Très souvent, dans le côté inverse, dès que quelqu'un n'a pas le bonnet, etc., tout de suite, il est tout de suite très pénalisé jusqu'à
lui promettre, chas shalom, les choses les plus graves. Donc ici, chacun il a sa chita, mais nous, on est fiers de respecter le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit qu'il n'y a pas un cheveu qui doit être vu à l'extérieur, pas ni 2 doigts, ni 3 doigts, aucun cheveu. La seule et unique chose qui permet à une femme d'avoir les cheveux complètement couverts dehors, la seule chose, c'est la perruque. Alors, même si la perruque elle est mal mise, on la tire de trop les côtés, on peut voir des fins sur les côtés, faire attention, mais c'est quelque chose qui nous permet. Et voilà, en tout cas, j'espère que personne, si j'ai pu choquer quelqu'un avec ça, je m'en excuse, mais ce n'était pas le but. Voilà. Non,